Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Leila, et je vous souhaite la bienvenue au tout premier épisode du Balado Mockshot. C'est tellement excitant pour moi là, de vous accueillir ici pour la première fois aujourd'hui, mais surtout de vous présenter ce projet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois. Mockshot, c'est un balado où est-ce que je vais parler de crimes réels, où est-ce que je vais vous raconter des histoires troublantes, parfois dérangeantes, qui font peur et qui glacent le sang. Par contre, je penserais pas faire d'intro comme ça en début de chaque épisode là, parce que mon but avec le balado, c'est vraiment de rendre votre écoute immersive le plus possible et ce sera plus en fin d'épisode que je vais me permettre de jaser avec vous, parfois d'élaborer sur mon opinion, etc. Donc, pour ceux que ça intéresse, sachez que personnellement, je préfère faire tout ça en fin d'épisode. Là. Comme ça, ça vous permet de plonger directement dans l'histoire. Puis, ben, ceux que ça leur tente pas de m'entendre parler, ben, l'histoire va être finie puis ils pourront skipper et passer à autre chose. Donc, sur ce, ben, je vous remercie là, de la curiosité que vous portez envers ce premier épisode. Sachez que ça me touche énormément. Et si vous souhaitez m'encourager, sachez que c'est possible de le faire en vous abonnant au podcast sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez ou en me laissant un petit commentaire, un 5 étoiles afin de supporter le podcast et de m'aider à propulser son lancement. Donc, sans plus attendre, ben, je vous laisse plonger dans l'univers de ma première histoire parce qu'aujourd'hui, on fait le point ensemble sur l'affaire Catherine Daviau. Bienvenue à Mockshot. Donc, on est le 11 décembre 2008 et pour vous mettre en contexte, on est à Montréal sur la 5e avenue près de la rue Masson dans le quartier de Rosemont. On est vers l'heure du souper, dehors il fait déjà noir et cette soirée-là, c'est la première tempête de neige de la région. Les routes sont pas belles et dans les rues, les gens pelletent et tentent de trouver un stationnement avant de rentrer chez eux pour le souper. Aux alentours de 19h, le 911 va recevoir un appel pour signaler qu'un incendie avait lieu dans un bloc appartement de la 5e avenue. La personne au téléphone va expliquer qu'elle aperçoit de la fumée s'échapper du rez-de-chaussée de son immeuble et les pompiers sont immédiatement dépêchés sur les lieux. Lorsqu'ils arrivent quelques minutes plus tard, ils se rendent compte que l'appartement d'où provient la fumée est étrangement verrouillé à clé. Ils constatent également que l'incendie semble ciblé, un peu comme si le feu avait été allumé volontairement et avec précision, visant un logement en particulier et non l'ensemble de l'immeuble. Ce détail inquiétant va tout de suite attirer l'attention des premiers répondants qui n'auront pas le choix de forcer leur entrée à l'intérieur pour éteindre le feu et comprendre ce qui s'est passé. À l'intérieur, les flammes ont déjà causé beaucoup de dégâts et vous me voyez venir, en tentant de maîtriser le feu, les pompiers vont faire une horrible découverte. En éteignant le feu qui se trouvait dans la chambre, ils ont découvert le corps d'une jeune femme. Elle était complètement nue et ligotée à son lit. Elle avait des marques de violence physique et sexuelle et selon les premières observations, le feu semblait avoir pris naissance tout près d'elle, comme si quelqu'un avait voulu détruire les traces de son crime. Il s'agissait de Catherine Daviau, âgée de seulement 26 ans. Malheureusement, la victime était déjà décédée lorsque son corps a été découvert par les premiers répondants. Les pompiers ont rapidement alerté la police et les enquêteurs ont rapidement conclu qu'il ne s'agissait pas d'un incendie accidentel. L'incendie avait été provoqué intentionnellement et constituait donc d'un acte criminel. L'intervention sur les lieux a permis, évidemment, de sécuriser la scène et de recueillir les premières preuves qui, vous allez voir, vont être cruciales pour l'enquête. Mais là, avant d'aller plus loin, j'aimerais ça vous dresser le portrait de la victime. Catherine Daviau, elle avait 26 ans au moment des faits. Elle avait les cheveux blonds, châtains, les yeux bleus. Catherine, elle mesurait 4 pieds 11, donc elle était vraiment toute petite. Pour ceux que ça intéresse, en fait, là, je vais aussi partager des photos sur Instagram à chaque cas que je raconte. Donc, c'est au mockshot.podcast si ça vous intéresse. Mais vous allez voir, Catherine est super belle. C'était vraiment une beauté naturelle. Son entourage se souvient d'une Catherine menant une vie bien simple, mais également bien remplie dans le confort de son 3,5 à Rosemont qu'elle habitait seule. Elle aimait
la diversité de Montréal et un peu comme la majorité des femmes de 26 ans, Catherine, elle aimait ça sortir avec ses amis et profiter des petits plaisirs de la vie. Son logement était situé dans le quartier Rosemont, que je décrirais comme étant un quartier tranquille, chaleureux, mais son logement offrait peut-être un peu moins d'intimité qu'un appartement qui était situé au 3e étage. Parce qu'en effet, en habitant au rez-de-chaussée, les fenêtres de ce genre de logement-là se trouvent à la hauteur de la rue, ce qui permet donc à quiconque qui passe devant le logement de voir facilement à l'intérieur. Donc, le va-et-vient des passants, le bruit de la circulation, les regards qui se posent sur les occupants peuvent rendre l'appartement plus exposé et offrent donc un peu moins d'intimité qu'un logement situé aux étages supérieurs, par exemple. Et pour une femme qui vit seule, ce genre de situation, ça peut être moins sécurisant parce que, on peut se sentir que c'est plus facile d'être vu, d'être approché, ce qui accentue notre vulnérabilité. Et malheureusement, cette réalité-là, elle n'est pas unique à celle de Catherine. Il y a de nombreuses femmes partout dans le monde qui vont vivre dans des logements où leur sécurité, leur intimité ne seront malheureusement jamais garanties. Et c'est super triste de se dire que même à la maison, il y a des femmes qui ne sont pas à l'abri. Bref, c'est un sentiment que plusieurs femmes connaissent, que j'ai déjà, je me suis déjà moi-même sentie pas en sécurité dans un appartement où est-ce que j'habitais seule. Puis je mentionne ça parce que même si Catherine, elle aimait son quartier, qu'elle aimait Rosemont, puis qu'elle se sentait en sécurité chez elle, en tant que femme, on est toujours méfiante quand même. Ses amis vont dire de Catherine qu'elle avait super bien décoré son appartement. Donc, c'était super beau, super chaleureux. Puis elle avait vraiment rendu ça confortable et à la lumière de sa personnalité. Entre autres, elle accumulait des petits souvenirs de voyage, puis elle aimait ça les mettre en valeur chez elle. Et pour moi, qui habite dans les Laurentides, Catherine, c'est vraiment synonyme de la Montréalaise par excellence. Elle me fait vraiment penser à ma cousine qui habite à Montréal. Et c'est le genre de détail qui m'a vraiment touchée au cours de mes recherches. Catherine, elle aimait ça se promener dans son quartier, elle aimait ça aller chercher ses croissants à la boulangerie du coin le samedi matin. Puis je sais pas pour vous, mais ce genre de petits détails-là, je trouve que ça me permet d'avoir une bonne idée de comment elle était, puis ça m'a vraiment touchée d'apprendre à la connaître comme ça. Dans son entourage, elle était considérée comme une amie loyale, une personne de confiance sur qui on pouvait toujours compter. Ses amis disent encore aujourd'hui que c'était facile de se confier à elle, qu'elle accordait beaucoup d'importance aux petites attentions ainsi qu'aux détails que lui confiaient les gens. C'est un point qui est revenu souvent au cours de mes recherches, donc j'ai l'impression que c'est un point important de sa personnalité, donc je voulais le mettre en valeur. Sinon, Catherine, elle aimait ça voyager, découvrir le monde, et c'était synonyme de liberté pour elle. Mais à travers ça, j'ai lu que Catherine était aussi une personne organisée qui aimait ça, avoir sa petite routine tranquille. Et sachant ça, c'est facile de l'imaginer revenir chez elle avec sa journée dans le corps, 1000 pensées en tête, et c'est terrifiant de savoir ce qui s'est passé ensuite. Est-ce que quelqu'un l'observait et est-ce qu'elle-même se sentait observée ce soir-là? Pensez-y, là, ça fait tellement peur de s'imaginer revenir à la maison, tu sais. Souvent, on veut juste aller prendre notre douche, se mettre confortable. Puis c'est probablement ce que Catherine avait planifié de faire. Puis c'est terrible de penser qu'elle a probablement même pas eu le temps de faire ça en arrivant chez elle. Tu sais, en tant que femme, là, je me sens tellement solidaire à ce qu'elle a vécu. C'est horrible. Puis j'ai tellement ressenti d'empathie, de colère, là, en me plongeant dans l'histoire, là. C'est un sentiment qui est difficile à mettre en mots, mais je pense que ça résonne chez beaucoup de femmes parce qu'on sait que ça aurait pu arriver à n'importe laquelle d'entre nous. On va maintenant retourner aux événements du jeudi soir 11 décembre 2008. Cette journée-là, comme à tous les jours, Catherine elle quitte le travail aux alentours de 16h30 pour rentrer chez elle. Donc, elle quitte Pointe-Claire pour se rendre dans le quartier de Rosemont à Montréal. Et ça, c'est un trajet d'une trentaine de kilomètres qui, à l'heure de pointe, peut s'étendre sur près d'une heure, voire même 1h15. Ceux qui habitent à Montréal, vous le savez, à cette heure-là, il y a énormément de trafic sur la 40. Comme je l'ai dit en début d'épisode, cette soirée-là, c'était la première tempête de neige de l'année. Donc, la neige tombe rapidement, les routes sont glissantes et dans ces circonstances-là, la circulation ralentit encore davantage et on peut donc supposer que Catherine serait arrivée chez elle aux alentours de 17h30 ou 18h. Il s'agit d'une estimation parce que personne ne connaît son heure d'arrivée avec certitude. Personne sauf son agresseur.
On sait toutefois de sources sûres que Catherine était encore au volant de sa voiture aux alentours de 17h30 parce qu'elle et son amie Véronique se sont appelées à ce moment-là. Véronique l'avait invitée à venir la rejoindre chez elle pour que les deux amies soupent ensemble, mais Catherine aurait refusé sous prétexte qu'elle était fatiguée et qu'elle voulait rentrer chez elle pour se reposer. Ça, c'est un détail qui, avec le recul, me brise vraiment le cœur. Au cours de mes recherches, j'ai écouté le balado documentaire Synthèse qui met en lumière les victimes de féminicide au Québec et les épisodes sur Catherine Daviau m'ont énormément aidé à approfondir certains détails de l'épisode d'aujourd'hui. Évidemment, je vais mettre chacune de mes sources en description de l'épisode si vous souhaitez approfondir par vous-même certains détails ensuite. Mais entre autres, selon la sergente détective Nadine Landry qui a été interviewée dans l'un des épisodes, cet appel entre Catherine et son amie, c'est un élément crucial dans l'enquête. Parce qu'avec si peu d'informations disponibles, ça permet de définir ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité. Et ça, c'est un terme qui permet d'illustrer le moment où l'agression a pu se produire dans une fenêtre de temps qui reste indéterminée. Donc, l'appel montre que Catherine n'était pas encore arrivée chez elle à 17h30 et grâce à cet élément-là, les enquêteurs peuvent réduire la fenêtre de temps entre son arrivée chez elle et l'appel 911 d'un voisin passé à 19h07 précisément. Donc, en tenant compte de ces deux repères, on peut raisonnablement croire que les événements se seraient déroulés dans un laps de temps de moins d'1h30 et que le meurtre aurait possiblement été commis entre 18h et 19h. Catherine était aussi décrite comme une femme de nature assez routinière, et les enquêteurs ont pu s'appuyer sur certaines de ses habitudes pour faire avancer l'enquête. Et c'est intéressant de se demander si cette routine-là, elle a pu jouer en faveur de son agresseur qui l'observait peut-être. Dans la même entrevue dont je vous parlais plus tôt, la sergente détective Nadine Landry nous permet d'avoir son opinion sur le sujet. Elle souligne que de vouloir créer une routine, c'est quelque chose de très naturel pour la plupart des Québécois et que c'est pas mauvais en soi. Et je suis totalement d'accord avec ça, là, d'avoir ces petites habitudes, ces repères, ça apporte un vrai sentiment de sécurité et de confort. Et puis je pensais à ça en écrivant mon script, là, je me suis mise à penser à la routine de mes amis, de ma famille. Puis honnêtement, je peux facilement m'imaginer leur journée du matin au soir sans trop de difficultés, là. Puis je suis pas mal certaine que eux aussi pourraient faire la même chose, décrire ma journée. Et ça me fait penser, là, les habitudes, ça se remarque vite. Et parfois, ça devient une partie de notre personnalité. T'sais. Imaginez maintenant là, que quelqu'un de mal intentionné observe ces habitudes-là, qu'il note vos déplacements, apprenne votre horaire, analyse vos gestes quotidiens. Là, tout ce qui devait être rassurant pour vous là, peut rapidement se transformer en précieuse information pour quelqu'un de mal intentionné. Et malheureusement, ça, c'est une réalité qui se passe sous nos yeux, Puis c'est questionnable de se demander si c'est ça qui s'est passé cette soirée-là. Pendant des années, les enquêteurs n'avaient aucune piste concrète concernant l'agresseur, donc qui il pouvait être, le motif de son crime, mais surtout les raisons l'ayant poussé à camoufler son crime d'une telle violence. Je vous rappelle que ça s'est passé à l'heure du souper sur une rue dynamique à Montréal, mais que personne n'a rien vu ni entendu quoi que ce soit. Comment c'est possible? Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, Catherine, elle adorait voyager. Et on sait que peu de temps avant le drame, elle confiait à ses proches qu'elle rêvait de partir dans le sud. Elle avait besoin de chaleur, de changement, de s'évader un peu loin de l'hiver québécois, et on peut la comprendre. Un soir, elle décide de s'inscrire sur Craigslist, qui est un site de petites annonces en ligne populaire à l'époque, là, un peu comme les marketplaces aujourd'hui. Elle va y publier 2 annonces, donc une pour vendre sa voiture et une autre pour sous-louer son appartement. Donc à ce moment-là, tout laisse croire qu'elle préparait tranquillement son départ. Et les enquêteurs vont rapidement s'intéresser à cette piste. Est-ce que son tueur aurait pu entrer en contact avec elle à travers le site? Et est-ce qu'un rendez-vous aurait pu mal tourner? À l'époque, toutes les hypothèses sont envisagées et chacune des personnes ayant échangé avec Catherine par l'intermédiaire de Craigslist ont dû fournir un échantillon d'ADN dans l'espoir de trouver une correspondance avec les quelques traces laissées sur la scène de crime. Mais malheureusement, aucune concordance n'est trouvée à l'époque. Lors de la découverte du corps, les premiers répondants notent un détail qui laisse sous-entendre plusieurs questionnements. Il n'y a aucune trace d'entrée par infraction. Étrangement, lorsque les pompiers sont arrivés, l'appartement incendié avait été verrouillé à clé et chacune des issues était fermée, donc les fenêtres, etc. Ce détail important suggère donc que la victime connaissait possiblement son agresseur ou du moins qu'elle l'avait laissé entrer volontairement.
Par la suite, celui-ci aurait placé Catherine dans une position où elle ne pouvait pas se défendre et l'aurait ensuite agressée sexuellement pour finalement incendier l'appartement avant de quitter les lieux. Il aurait ensuite pris soin de rebarrer la porte derrière lui, laissant Catherine brûler dans les flammes. On se rappelle que Catherine mesurait à peine 4 pieds 11 et qu'elle pesait environ 100 livres. Face à un agresseur aussi imposant et violent, elle n'avait probablement aucune chance de se défendre. Elle a donc dû rester figée, paralysée par la peur, ressentant une solitude et une vulnérabilité totale. C'est bouleversant d'imaginer l'angoisse, mais surtout le désespoir qu'elle a dû éprouver dans ces derniers instants. J'ai d'ailleurs fait quelques recherches dans l'optique de mieux comprendre les phénomènes qui entourent les réactions possibles d'une personne victime lors d'expériences traumatiques. Je me dis qu'en ayant une meilleure compréhension, que ça peut les aider à se sentir moins coupables de leurs réactions. Selon le guide d'auto-soin du CAVAC, c'est important de savoir que lorsqu'une personne traverse une situation traumatisante, qu'il existe 3 types de réactions possibles, donc soit celle de fuir, de combattre ou de rester immobile. Ça peut sembler étonnant, mais de rester figé lors d'un événement traumatisant, c'est la réponse la plus fréquente. Et en effet, c'est pas un choix conscient. C'est vraiment le cerveau qui juge préférable de ne rien faire pour assurer notre sécurité ou même notre survie dans des situations qu'il considère dangereuses. Je vais citer ma source qui va être en barre de description si vous voulez avoir accès au guide, mais c'est pas une réaction rationnelle, c'est purement instinctif. Et sachant tout ça, c'est vraiment difficile de ne pas s'imaginer une Catherine qui est totalement paralysée par la peur. Et je trouve ça encore plus injuste pour elle qui devait se sentir tellement impuissante dans le confort de son salon, dans le confort de sa chambre. C'est horrible. Selon le guide, j'ai lu aussi que c'était pas rare que les victimes ressentaient souvent de la culpabilité face à leurs propres réactions. Et on croit souvent savoir comment on réagirait là, si une situation semblable nous arrivait. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça. Dans ces moments-là, il y a personne qui contrôle réellement sa réponse. C'est vraiment le corps qui va prendre le relais et qui va réagir de façon instinctive pour assurer notre survie face à l'agression. Évidemment, les autres pistes restent envisageables. Cependant, les enquêteurs ont comme principale théorie que l'agresseur était possiblement une personne ayant planifié son crime et ayant envisagé Catherine comme sa future victime. Est-ce qu'il la connaissait? Avait-il analysé les habitudes de la jeune femme dans l'optique de mener son plan à exécution? Et même avait-il soigneusement prémédité l'entièreté de son crime? Parce que l'une des théories des enquêteurs, ça serait que l'auteur du crime aurait agi sous l'impulsivité au moment d'agresser sa victime. Celui-ci, ayant dépassé les propres limites de son plan initial, aurait possiblement eu besoin de maquiller son crime vu la gravité des horreurs qu'il aurait fait subir à Catherine. On sait aussi que le parfum de Catherine a été retrouvé au chevet de son lit, et ça laisse sous-entendre que l'agresseur aurait peut-être utilisé le parfum comme combustible pour accélérer les flammes. Et pour camoufler son crime et enlever toute trace de son passage, il aurait par la suite incendié l'appartement de la jeune femme, toujours ligotée à son lit. Il aura finalement pris soin de verrouiller la porte derrière lui, laissant sa victime dans les flammes. C'est horrible, puis honnêtement, là, il n'y a même pas de bonne façon de verbaliser ce que je viens de dire. Là. C'est un geste atroce et d'une douleur qui est totalement inimaginable. Des tie wraps ont été retrouvés sur la scène de crime, les mêmes attaches en plastique qui ont servi à ligoter la jeune femme. Ce détail-là indique aux enquêteurs que l'agression était préméditée parce que l'agresseur avait certainement planifié d'immobiliser sa victime afin qu'elle soit incapable de lutter contre son rapport de force. Et là, il y a un autre élément pertinent qui n'a pas été médiatisé à l'époque, probablement dans le but de pas nuire à l'enquête, là, ça arrive souvent, c'est que selon le rapport du coroner, la cause probable du décès serait choc hémorragique secondaire à des blessures pénétrantes par arme blanche au thorax et à l'abdomen. Ceci étant dit, l'arme du crime serait donc possiblement un couteau ou n'importe quelle autre arme coupante étant capable de commettre ce genre de blessure. Ces pièces à conviction retrouvées sur la scène de crime ont à l'époque été transportées et analysées au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale dans l'espoir d'y trouver un match ADN. Toutefois, les analyses effectuées à ce moment-là n'ont donné aucun résultat concluant et l'enquête va malheureusement rester sans réponse. Cette information-là va laisser entrevoir 2 possibilités, donc soit celle que l'agresseur en était à son premier crime
ou que son profil n'était tout simplement pas encore inscrit dans les bases de données de la police. Ce soir-là du 11 décembre, lorsque les pompiers réalisent que la jeune femme a été assassinée et que les policiers concluent qu'il s'agit bel et bien d'un meurtre, les proches de Catherine vont immédiatement être interrogés. Ça me tient à cœur de le mentionner, là, mais il y a tellement de victimes collatérales dans les drames comme ça. Là, j'imagine les proches bouleversés dans l'incompréhension la plus totale aussi. Là. Ils doivent tellement se demander, mais pourquoi elle? Pourquoi Catherine? Comment un drame d'une telle violence a-t-il pu frapper sur une fille comme elle? C'était une femme ambitieuse qui avait plein de choses à accomplir encore. Puis je peux pas m'imaginer à quel point ça a dû être traumatisant pour les proches d'apprendre que leur fille, leur sœur, leur meilleure amie, leur ex-petite amie était décédée d'un acte criminel aussi violent. Puis je me demande là, comment c'est possible de faire notre deuil là, en sachant pas ce qui est arrivé, en n'ayant aucune réponse, aucune justice, et en sachant que le coupable est toujours en liberté et qu'il peut continuer à exercer ces atrocités-là. Là. C'est révoltant. Je suis allée lire sur le deuil traumatique là, pour mieux comprendre ce que pouvaient vivre les proches. Puis je trouvais ça pertinent, donc je l'ai ajouté à l'épisode pour compléter ce que je venais de mentionner. Donc, selon Pascal Brion, psychologue spécialiste et chercheur dans le domaine du trauma, une mort traumatique, c'est lorsque le décès survient dans des circonstances soudaines, imprévisibles et souvent violentes. Elle décrit les réactions des personnes endeuillées qui peuvent ressentir un état de choc beaucoup plus intense, donc une impression que la mort est irréelle, voire impossible, inconcevable, mais également un sentiment d'être déconnecté émotivement. Parfois, les funérailles peuvent être vécues dans un état second, donc un état de dissociation, et toujours selon elle, les sentiments de révolte et de rage même peuvent prendre toute la place et empêcher le contact avec la tristesse. Donc, il s'agit d'un deuil complexe, mais également persistant. On est maintenant rendu le lendemain matin, donc le vendredi 12 décembre 2008. Geneviève, la sœur de Catherine, ainsi que 2 de ses amis vont se rendre à l'appartement avec les enquêteurs. En arrivant sur place, elles sont toutes les 3 bouleversées. La scène de crime est encore intacte et tout semble figé dans le temps. Dans la chambre, le lit est à moitié brûlé et encore recouvert de sang. Dans la salle de bain, l'évier était lui aussi taché de sang et un mégot de cigarette reposait sur le rebord. Et ça, c'est intéressant parce que Catherine ne fumait pas. Donc, on présume que le mégot appartenait à son tueur et celui-ci a été récolté pour analyse. Mais cette information-là du mégot de cigarette va rester cachée au public pour quelques années encore, mais on va y revenir. Dès qu'elles ont appris la mort de leur meilleure amie, le groupe d'amis de Catherine avançait toute la même théorie. Donc, soit qu'un ancien amant de Catherine aurait pu être lié à tout ça. Et là, sans entrer dans les détails et sans vouloir créer de débat sur le sujet, Catherine avait effectivement fréquenté un homme marié quelque temps avant les événements. C'est un aspect de sa vie qui peut paraître controversé, mais il faut se rappeler à ce moment-là qu'elle était célibataire et que de son côté, Catherine, elle n'avait pas de compte à rendre à personne. Donc, j'ai pas envie qu'elle soit critiquée pour ça. Bref, cette relation, bien que passionnelle, était également fragile et empreinte de non-dits. Selon ses amis, Catherine avait à plusieurs reprises verbalisé son envie de se sentir choisie dans la relation et on peut la comprendre. Puis, en bout de ligne, ben, c'est ce qu'elle a fait. Donc, elle s'est choisie elle-même et elle a mis fin à la relation peu de temps avant les événements. Donc, inévitablement, lors du drame, les 3 amis de Catherine ont donc rapporté cette information aux enquêteurs, croyant qu'une possible vengeance de la part de l'ex ait pu être à l'origine de cette histoire. La police a immédiatement pris la piste au sérieux et elle a mené son enquête sur le sujet parce que, comme on le sait, ben, dans la majorité des cas, ben, c'est souvent un conjoint, un ex-conjoint, un membre de la famille ou du moins quelqu'un d'entourage qui est impliqué dans ce genre de crime. Et dans le cas de Catherine, ben, on pouvait soupçonner qu'elle connaissait son agresseur parce que, comme je l'ai dit plus tôt, ben, il n'y avait aucun signe d'entrée par infraction chez elle. Donc, je trouve ça vraiment logique, même normal, là, que ses amis aient alerté la police à ce sujet au moment des événements. Et puis justement, les enquêteurs se sont penchés sur cette hypothèse-là avant de conclure que les 2 événements n'avaient rien à voir.
Donc, évidemment, là, l'ex-partenaire de Catherine a passé un interrogatoire. Il a également fourni un alibi ainsi qu'un échantillon d'ADN permettant de l'éliminer définitivement de la liste des suspects potentiels. Un an plus tard, donc on est rendu en 2009, le meurtre de Catherine étant toujours irrésolu et peu médiatisé, les circonstances entourant la mort de Catherine sont toutefois des plus troublantes. L'enquête n'ayant reçu aucune piste permettant d'élucider l'affaire, un donateur anonyme va offrir 3 000 $ à quiconque fournirait de l'information menant à l'arrestation du meurtrier. Quelques mois plus tard, la récompense va passer de 3 000 à 5 000 $, mais malgré cet espoir, il n'y a aucune piste concrète qui va être divulguée à la police. Et là, au fil de mes recherches, j'ai découvert que quelques mois seulement après le meurtre, il y aurait l'un des enquêteurs principaux en charge du dossier de Catherine qui a été accusé et reconnu coupable d'avoir consulté illégalement un ordinateur du service de police pour transmettre de l'information au crime organisé. À la suite de cette révélation, il a évidemment été retiré de l'enquête et son départ a entraîné de l'autre conséquences sur celle-ci parce qu'il s'agissait de l'enquêteur ayant récolté les premières informations, analysé la scène de crime, ayant pris des notes essentielles et en quittant son poste à peine 1 ou 2 mois après le début de l'enquête, on peut facilement imaginer que ce changement a pu ralentir le travail des enquêteurs ou du moins créer un certain désordre dans la continuité de l'affaire. Et depuis 2008, les policiers vont continuer d'éplucher des centaines de dossiers. Ils ont également interrogé tous les hommes de l'entourage de Catherine et chacune des possibles pistes ont été écartées. Certaines rumeurs évoquaient même qu'un prédateur sexuel américain de passage à Montréal aurait pu être à l'origine du crime, mais cette hypothèse a finalement été écartée comme le rapporte un article de la presse publié en 2017. L'enquête stagnait et laissait derrière elle un sentiment de frustration et de désarroi comme si la vérité nous restait hors de portée. Les amis de Catherine vont témoigner plus tard lors d'entrevues qu'elle n'avait pas été autant interrogée qu'elle l'aurait souhaité à l'époque, que ce serait seulement quelques années plus tard que les nouveaux enquêteurs en charge du dossier de Catherine auraient entrepris de reprendre contact avec elle afin d'approfondir certains éléments de leur témoignage. Entre autres, une amie témoigne des années plus tard s'être demandé si un récent événement au bar aurait pu mener à cet acte criminel. Parce qu'en effet, Catherine et son amie Véronique étaient sorties au bar dans le village à Montréal quelques jours avant l'incendie criminel. Elle raconte que les deux s'étaient perdus à la fin de la soirée et que Catherine avait préféré prendre un taxi pour rentrer chez elle plutôt que de tenter de retrouver son amie pour qu'elles rentrent ensemble tel qu'il était convenu. Catherine avait toutefois rassuré Véronique qui à ce moment-là s'inquiétait un peu de savoir son amie seule si tard le soir et malheureusement, ce fut la dernière soirée qu'elles ont passée ensemble. Donc, pendant plusieurs années, Véronique, elle ne pouvait pas s'empêcher de repenser à cette soirée-là en se demandant si une rencontre, un échange ou même un simple regard croisé au bar ou dans le taxi aurait pu tout déclencher. On va maintenant faire un bond dans le temps, l'affaire n'ayant aucun développement. On est maintenant rendu le vendredi 24 mars 2017. À ce moment-là, il y a de nouvelles informations sur l'affaire Catherine Daviau qui vont être dévoilées au public. Donc, selon le commandant des crimes majeurs, on va apprendre que les enquêteurs ont en leur possession des éléments de preuve physiques dans le dossier de Catherine. Ils vont expliquer toutefois qu'aucune concordance n'a été trouvée depuis et que l'enquête est encore en cours. Ils affirment avec certitude que les preuves ne sont pas altérables et que le crime sera inévitablement résolu un jour avec la technologie qui ne cesse d'évoluer. Selon eux, ce serait qu'une question de temps. En effet, la section des crimes majeurs va dévoiler à JE de nouveaux éléments de preuve jamais divulgués à ce jour. Entre autres, sur la scène de crime, les policiers avaient retrouvé un mégot de cigarette de la marque Player Filtre, tel que je vous ai raconté plus tôt. Et vous le savez, avec les années, la technologie, elle évolue et de nouvelles avancées scientifiques permettent aux enquêteurs de progresser dans leurs recherches. Parmi ces nouvelles avancées, la généalogie génétique et le phénotypage font leur apparition. Ces deux méthodes ne permettent néanmoins pas d'identifier quelqu'un, mais elles s'avèrent toutefois très pertinentes dans de telles investigations et résolues avec que très peu d'informations. Fait intéressant, les tests ADN qu'on fait pour connaître nos origines
peuvent également jouer un rôle crucial dans des enquêtes criminelles. C'est ce qu'on appelle la généalogie génétique. En gros, les enquêteurs peuvent comparer l'ADN trouvé sur une scène de crime à celle qui se trouve dans les grandes bandes de données généalogiques. Quand une correspondance est détectée, même avec un membre de la famille très éloigné, comme un cousin au 6e degré par exemple, les enquêteurs sont en mesure de remonter peu à peu l'arbre généalogique et en combinant certaines informations comme l'âge, le sexe, etc., ça permet en bout de ligne aux enquêteurs de réduire leur cible d'intérêt. Un peu comme un entonnoir avec pour ultime but de cibler le suspect recherché. La deuxième technique, c'est ce qu'on appelle le phénotypage. En gros, cette méthode-là, ça permet de dresser un portrait robot d'un suspect à partir d'un échantillon d'ADN. En effet, à la suite d'analyses qui sont faites sur les échantillons récoltés sur les scènes de crime, les spécialistes peuvent réussir à déterminer certaines caractéristiques physiques probables d'un suspect, telles que la couleur de ses yeux, celle de ses cheveux, son ethnie. Et bien que les données obtenues soient généralement fiables, ces portraits-là ne peuvent pas être entièrement précis, parce qu'ils dépendent de plusieurs facteurs qu'on ne contrôle malheureusement pas à 100%. Donc, on ne peut pas se fier à ces portraits-là avec exactitude parce que c'est beaucoup trop générique et que ça pourrait, dans certains cas, nous induire en erreur. Par exemple, la couleur des cheveux avec les années, elle peut s'éclaircir, grisonner. La personne peut même avoir teint ses cheveux avant, pendant ou après le crime. La corpulence peut changer aussi selon l'âge, le mode de vie et certaines expressions faciales, des traits, des formes du visage peuvent se transformer en vieillissant. Bref, pour toutes ces raisons, le phénotypage donne seulement qu'une estimation et ne peut pas garantir une correspondance parfaite avec l'apparence actuelle d'une personne. Ce sera donc en décembre 2018 que pour la première fois au Québec, les enquêteurs vont faire appel à cette nouvelle méthode d'identification génétique. Et cette première, ce sera dans le dossier de Catherine Daviau. Il y a donc un portrait robot générique du meurtrier qui va être réalisé à partir des résultats obtenus dans un laboratoire qui est situé aux États-Unis. Et ce portrait-là du suspect, va jamais être divulgué au public afin de garder certaines informations privées à l'enquête, mais aussi pour pas nuire à celle-ci, comme je vous ai expliqué un peu plus tôt. Les policiers vont toutefois avoir présenté aux proches de Catherine le portrait en question et ils vont ensuite avoir chacun été interrogés à savoir s'ils connaissaient de proche ou de loin un homme s'apparentant à celui portraitisé. Les proches de Catherine étaient choqués de n'avoir aucune idée de qui ce pouvait être. Et là, 10 ans plus tard, ça doit être terrible de se replonger là-dedans. Encore pire, d'avoir aucune idée de qui est l'homme sur le portrait robot, ça doit être épouvantable. Les proches de Catherine le disent, cette soirée-là du 11 décembre 2008, les bulletins de nouvelles et les postes de radio étaient entièrement tournés vers la tempête hivernale qui frappait la région. Les routes fermées, les accidents, les avertissements de déplacement. Et cette absence de couverture médiatique a entraîné des conséquences importantes dans la résolution de l'enquête parce que ça n'a pas permis au public de se questionner, de se remettre en question, ni même de s'intéresser à l'affaire qui pourtant, je le répète, aurait pu arriver à n'importe laquelle d'entre nous. Tu sais, l'histoire de Catherine, elle mérite d'être racontée. La population a besoin d'entendre aussi graphiquement que possible la tragédie qui s'est passée le soir du 11 décembre 2008 à Rosemont. C'est pas une raison, selon moi, de garder sous silence ou de taire ces atrocités qu'a subies Catherine simplement parce qu'elles sont dures à entendre. Les hommes qui m'écoutent, ça aurait pu être votre sœur, votre mère, votre conjointe, votre fille, une amie, une collègue. Il faut en parler de ces crimes-là, c'est important. Il faut continuer de sensibiliser la société sur ces enjeux-là qui sont malheureusement encore d'actualité et ce depuis toujours. Le rôle des médias dans les enquêtes comme celle-ci, elles permettent d'éveiller la curiosité, la sensibilité aussi du public également dans l'espoir de rassembler des bouts de détails, un peu comme des pièces de casse-tête. Chaque détail rapporté par un témoin, chaque observation d'un voisin, qu'il s'agisse d'une voiture aperçue, d'un homme étrange ou d'un comportement suspect, peuvent aider à faire avancer l'enquête. Mais sans la médiatisation, de tels éléments peuvent passer totalement inaperçus et des informations précieuses risquent de se perdre au fil des jours et encore pire, au fil des années. En informant le public et en maintenant l'attention sur une affaire, les médias augmentent considérablement les chances que quelqu'un, même indirectement, rapporte le détail qui permettra de résoudre le mystère. Ça permet aussi de sensibiliser les gens aux dangers potentiels et à la possibilité qu'un agresseur soit actif dans la communauté.
Mais la triste réalité, c'est qu'aucun article en anglais datant de 2008 n'a été publié pour contextualiser et raconter l'histoire de Catherine. On a le droit de se questionner parce que depuis toujours, les médias anglophones s'intéressent à couvrir les dossiers de Montréal. Catherine, elle travaillait dans l'ouest de l'île, elle était parfaitement bilingue. Tu sais, elle avait des amis, des proches, des collègues avec lesquels elle communiquait par l'entremise de l'anglais seulement. Ça, c'est un détail oublié qui, selon moi, aurait pu faire avancer l'enquête. Mais malgré ces manques et les pistes potentielles, le meurtre de Catherine Daviau, survenu en 2008 dans le quartier de Rosemont, va rester non résolu pendant 17 longues années. Ce ne sera qu'en août 2025, donc tout juste dernièrement, que les enquêteurs parviendront enfin à confirmer l'identité du tueur après avoir envoyé un échantillon de salive à une compagnie privée dans l'espoir d'y trouver un lien familial. Et grâce aux banques d'ADN généalogiques, un peu comme celle dont on a parlé plus tôt, les enquêteurs ont pu établir qu'il s'agissait de Jacques Bolduc, un criminel récidiviste qui était en liberté conditionnelle au moment des faits. Honnêtement, j'espère que vous êtes tout aussi choqués que moi, là, parce que perso, quand j'ai lu ça, j'en revenais pas. Moi, je trouve que c'est inacceptable, mais on va y revenir. J'ai pas envie de donner mon opinion tout de suite. Je pense que vous allez être en mesure de vous forger votre propre opinion par rapport à ce que je m'apprête à vous dire. Mais perso, moi, je trouvais ça complètement inacceptable. Les policiers ont par la suite confirmé aux médias que Jacques Bolduc avait communiqué avec Catherine quelques jours avant le meurtre. Malheureusement, mes recherches n'ont pas pu confirmer s'ils avaient communiqué par l'entremise de Craigslist, mais c'était effectivement en lien avec la voiture et ou l'appartement que Catherine avait affiché sur un site de petites annonces. Est-ce qu'il se serait finalement présenté au rendez-vous sans jamais sortir de sa voiture avant de suivre Catherine jusqu'à chez elle pour ensuite s'en prendre à elle le lendemain? C'est malheureusement une théorie très plausible. Et là, en effectuant mes recherches, j'ai été sidérée de découvrir que l'homme traînait derrière lui un passé criminel aussi lourd. Pour moi, c'était à la base incompréhensible que Jacques Bolduc ait pu tuer une femme dans le confort de chez elle alors qu'il était en libération fucking conditionnelle. Genre, j'en reviens pas, je m'excuse. Premier épisode, je m'emporte déjà, mais sérieux, ça me fâche. Donc, j'ai fait des recherches parce que là, je voulais comprendre ce qu'il avait mené en prison. Et ce que j'ai découvert m'a profondément révoltée. C'est encore plus inacceptable là, que ça l'était déjà. Puis je vais vous faire un petit résumé, mais je vais pas m'éterniser non plus sur ça parce que je voulais me concentrer sur Catherine Daviau. Mais j'avais comme pas le choix d'en parler un peu parce que ben ça fait partie de l'histoire et que ben je trouve ça complètement choquant de constater que cet homme-là avait fait tout ça puis qu'en 2008, on lui a donné une chance comme... En tout cas, moi je trouve que ça fait aucun sens. Donc, selon mes recherches, Jacques Bolduc en était pas à ses premiers crimes violents lorsqu'il a finalement été arrêté en 2020. Son parcours de violence débute en 1979 alors qu'il n'avait seulement que 19 ans. Il va tirer à 3 reprises sur un chauffeur de taxi qui, contre toute attente, va survivre à ses blessures. Et là, à peine 2 ans plus tard, alors qu'il est incarcéré pour ce crime-là, Bolduc va tenter de s'évader, parce qu'évidemment, il n'était pas capable de rester tranquille. Donc, il va s'emparer d'une voiture à l'aide d'une arme artisanale et il va défoncer la clôture de sécurité de la prison. Malheureusement, j'ai pas plus de détails par rapport à ça. J'aurais aimé ça creuser davantage puis être en mesure de vous donner un peu plus d'informations, mais ça donne une bonne idée de qui qu'il est, là, honnêtement. Là. Bref, quelques années plus tard, en 1986, alors qu'il bénéficie d'une semi-liberté, il replonge dans la violence et cette fois, il va séquestrer une famille de 5 personnes et il va prendre un enfant en otage en pointant une arme sur lui. Et malgré toute cette escalade de violence, les années passent et Jacques Bolduc continue à obtenir des libérations conditionnelles. Ça fait aucun sens. Et en 2008, il va commettre l'irréparable lorsqu'il agresse sexuellement Catherine Daviau
et qu'il la tue violemment avant d'incendier son appartement. C'est complètement dégueulasse de faire ça à quelqu'un, là, puis cette histoire-là, j'en reviendrai jamais. J'en reviens pas qu'un humain soit capable de faire des choses comme ça, là, puis le manque d'empathie qu'il faut avoir, là, ça me dépasse. Selon un article de la presse, on sait que Bolduc devait retourner à sa maison de transition le soir où Catherine a été tuée. Mais il ne s'y est jamais présenté. Puis là, juste ça, je suis comme, crime, ça l'a pas sonné la cloche à quelqu'un. Mais en tout cas, ça, c'est pas mon travail. Donc, je m'abstiens de tout autre commentaire. Il a été arrêté 2 jours plus tard à Sherbrooke et sa libération conditionnelle a été révoquée. Mais là, j'ai lu qu'en février 2017, il va récidiver. Fait que là, ça veut dire qu'il était encore en libération conditionnelle à ce moment-là ou qu'il venait de sortir de prison. C'était pas clair dans mes recherches, mais encore là, je comprends pas, là. Et à ce moment-là, il va passer, encore une fois, à 2 doigts de tuer 2 innocents à Montréal. Donc, sa première victime cette année-là, ça va être Yves Corbeil, qui va croiser la route de Jacques Bolduc à la sortie d'un dépanneur de la rue Sainte-Catherine. Jacques Bolduc lui aurait alors braqué une arme à feu, exigeant son téléphone ainsi que les clés de sa voiture. Mais croyant que l'arme était fausse, M. Corbeil a repoussé l'assaillant et Jacques Bolduc lui a tiré en plein cœur. Puis là, miraculeusement, Yves Corbeil va survivre à l'attaque, mais il va en garder des séquelles permanentes. Le lendemain, la folie meurtrière de Jacques Bolduc ne s'arrête malheureusement pas là. Il va entrer dans un autre dépanneur, cette fois-ci à la place Frontenac, rue Ontario, et il va pointer son arme sur la caissière. Donc, encore une fois, elle ne va pas le prendre au sérieux. Et Jacques Bolduc va tirer à nouveau, cette fois-ci en plein visage, de la victime qui s'appelait Wegsy. Et là, j'espère que j'ai bien prononcé son nom. Là, c'est pas un nom qui m'est familier. Bref, elle va être gravement blessée au cou et elle va malheureusement perdre une grande partie de la sensibilité de son visage. Évidemment, elle va rester traumatisée à vie et elle ne pourra jamais oublier cette attaque complètement traumatisante. C'est horrible, ça fait peur et surtout, c'est profondément frustrant là, de se dire qu'un homme avec un tel passé ait pu faire encore autant de victimes. Là. Lors de son arrestation en 2020, les spécialistes sont formels. Jacques Bolduc représente un risque élevé de récidive violente. Ce même constat va être partagé par l'expert de la défense et selon le psychiatre de la poursuite, le docteur Louis Morissette, Jacques Bolduc présente un trouble de la personnalité antisociale avec des traits narcissiques et possiblement des traits limites. Et pour approfondir ce que je viens de dire, j'ai consulté le manuel professionnel des troubles psychiatriques. Et selon ce que j'ai lu, les personnes présentant un trouble de la personnalité antisociale manifestent souvent un mépris pour les autres et pour la loi. Ce sont des personnes pouvant tromper, manipuler ou exploiter autrui pour obtenir ce qu'elles veulent, qu'il s'agisse soit d'argent, de pouvoir ou de gratification personnelle. Ces personnes n'éprouvent également généralement aucun remords. Elles sont décrites comme étant des personnes impulsives, désorganisées, ce qui peut se traduire par des changements soudains de travail, de domicile ou de relations, ainsi que par des comportements à risque comme la conduite dangereuse ou l'abus de substances. Ils font preuve d'irresponsabilité sociale, financière et peuvent négliger leurs emplois, des factures ou des obligations familiales. Ils vont souvent rationaliser leurs actions en blâmant leurs victimes ou la situation et vont montrer peu d'empathie. Ce sont des personnes qui peuvent être arrogantes, sur d'eux, voire charmants, et ils utilisent leur charisme pour parvenir à leurs fins. Donc, en résumé, là, ce trouble se caractérise par un manque d'empathie, des comportements impulsifs et antisociaux, ainsi qu'une orientation centrée sur soi à tout prix. Ce ne sera qu'en 2020 que Jacques Bolduc sera finalement déclaré délinquant dangereux. Après plus de 35 ans passés au pénitencier, il sera enfin considéré comme un criminel irrécupérable.
En 2020, donc, il reçoit une peine de détention à durée indéterminée, une mesure rarement appliquée et réservée aux individus les plus dangereux. Ces crimes violents vont profondément marquer l'imaginaire collectif et il va décéder en 2021 à l'établissement d'Archambault. Les proches n'auront donc jamais justice pour le meurtre de la si belle Catherine Daviau, décédée en 2008. Je me souviens personnellement très bien du moment où est-ce que j'ai appris que l'affaire Catherine Daviau avait été résolue. J'étais dans mon lit tard le soir quand j'ai vu la notification apparaître sur mon téléphone. À ce moment-là, je connaissais pas du tout cette histoire-là, j'en avais jamais entendu parler. Et pourtant, moi qui s'intéresse à ce genre d'histoire, qui a grandi avec une mère féministe, qui s'intéresse à tout ce qui touche aux violences faites aux femmes, l'histoire de Catherine, elle m'était complètement inconnue. Et ce drame s'est pourtant déroulé à Montréal, à peine 1 heure de chez moi. Je me suis longtemps demandé si j'allais mentionner ça dans le balado, mais c'est vraiment dans la bienveillance que j'ai choisi d'être transparente. Quand j'ai ouvert l'article de la presse et que j'ai vu la photo de Catherine pour la première fois, j'ai eu un choc parce que j'y ai reconnu ma mère. Elle et Catherine, elles se ressemblent tellement au même âge et d'une certaine façon, Catherine, elle me ressemble vraiment aussi. Puis immédiatement, cette histoire-là, elle m'a vraiment interpellée, tu sais. Puis là, je me disais, comment ça, j'en ai jamais entendu parler de Catherine? Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, moi, je vais en parler. C'était vraiment important pour moi de raconter cette histoire-là qui a eu lieu à Montréal. C'est une histoire qui m'a vraiment touchée, puis je voulais absolument que ça soit mon premier épisode. Puis tu sais, c'était quand même un défi pour moi de raconter un cas québécois en tant que premier épisode. Tu sais, souvent, je vous apprends rien, mais les épisodes 1, c'est souvent les moins bons. C'est de l'apprentissage encore, là, autant au niveau de l'enregistrement que du montage, que des recherches que j'ai faites, que du script que j'ai écrit. Mais c'était vraiment important pour moi de raconter une histoire d'ici et encore plus de rendre hommage à une victime de féminicide au Québec. Sur ce, je vous remercie d'avoir été attentif au récit que je viens de partager. Au risque de me répéter, l'histoire de Catherine me touche beaucoup. J'espère qu'elle vous a touché aussi. Je vous invite à me laisser un 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez si vous avez aimé l'épisode et que vous souhaitez m'encourager. Ça m'aide énormément à gagner en visibilité et à toucher un plus large public. Sachez que je mets énormément d'efforts et de temps dans ce projet-là, donc ça me ferait énormément plaisir. Et je vous invite également à vous abonner et à suivre le balado pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram au mugshot.podcast et je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Mugshot. Merci beaucoup. Au revoir.